Bonjour, dans cette vidéo, on parle du chemin critique et de la fréquence maximale d'horloge. On va donc parler de ces deux sujets et on va voir des exemples aussi. La fréquence maximale d'horloge d'un circuit, c'est défini comme la fréquence maximale d'opération telle que le circuit continue à fournir des résultats corrects. Peut-être que vous avez un ordinateur que vous avez déjà overclocké. Ça veut dire que vous augmentiez la fréquence d'horloge à une valeur plus élevée que ce que le manufacturier vous recommandait. Des fois, ça va fonctionner et des fois, ça ne fonctionnera pas. Le manufacturier vous donnait une valeur qui disait, bon, ça, c'est la fréquence d'horloge pour laquelle je te garantis que ton ordinateur va fonctionner comme il faut, mais on découvre parfois qu'on peut overclocker nos puces. Nos puces sont un peu meilleures que ce que le manufacturier nous garantit. La fréquence maximale d'horloge, c'est la réciproque de la période minimale du circuit, T-min. Nous, on va habituellement travailler en termes de la période et déduire la fréquence maximale par la réciproque. Donc, la période minimale du circuit, c'est la somme du délai sur le chemin critique du circuit. Le chemin critique, c'est le chemin avec le délai le plus long. On se pose alors la question, qu'est-ce qu'un chemin? Un chemin, ça part d'une bascule et ça s'arrête à une autre bascule et ça ne passe pas par d'autres bascules entre les deux. La période minimale d'horloge sur le chemin critique va donc être égale, pour le chemin critique, à la somme des termes suivants. Le délai de la bascule source, le délai de la logique sur le chemin, le délai des interconnexions sur le chemin, et finalement, on va ajouter le temps de préparation de la bascule qui reçoit le signal. Voici un exemple. Donc, c'est le même circuit qu'on avait dans une autre vidéo. On a ici des temps de propagation de 2 nanosecondes pour les bascules. On a un temps de propagation de 1 nanoseconde pour l'inverseur, 2 nanosecondes pour le et 2 nanosecondes pour le OU et de 3 nanosecondes pour le non-OU. Les chemins ici sont les suivants. 3 nanosecondes pour le OU exclusif, pardon. Les chemins sont à partir du A jusqu'à F en passant par le E et le OU. Le délai sur ce chemin-là serait donc de 2 plus 2 plus 2 est égal à 6. Et on doit ajouter le TSU, le temps ici de préparation de 1. Ça nous fait donc 7 nanosecondes pour ce chemin-là. Le chemin B et ou F, celui-ci, a exactement le même délai, c'est-à-dire 2 plus 2 plus 2 plus 1 est égal à 7 nanosecondes. Vous remarquez que je n'utilise pas le temps de maintien TH. En fait, il n'est même pas spécifié ici dans la question, mais on l'avait vu dans une vidéo précédente. Le TH n'entre pas dans le calcul du délai sur les différents chemins. On a ensuite le chemin B, à travers l'inverseur, le OU exclusif, le OU jusqu'à la bascule F. Ici, le délai serait 2 pour le temps de propagation de la première bascule, 1 pour l'inverseur, 3 pour le OU exclusif et 2 pour le OU, plus le TSU de la bascule F qui est de 1 nanoseconde. Donc le total est de 9 nanosecondes. Le dernier chemin de C à travers le OU exclusif, le OU jusqu'à F, aurait un délai de 2 plus 3 plus 2 plus 1 pour le temps de préparation d'une nanoseconde, qui fait donc 5 plus 2, 7 plus 1, qui nous fait 8 nanosecondes. Le chemin critique, c'est le chemin le plus long. C'est 9 nanosecondes du chemin qui est ici. Et la période minimale d'horloge serait de 9 nanosecondes. La fréquence maximale d'horloge serait de 1 sur 9 nanosecondes, qui est environ égal à 111 MHz. On peut voir le même exemple ici sur la diapositive. Qu'est-ce qui se passe si on a une fréquence d'horloge de 111 MHz correspondant à une période d'horloge de 9 nanosecondes? Alors, à partir d'une transition d'horloge, ici, la bascule B va se stabiliser 2 nanosecondes plus tard. Ici, son signal sera stable. La graduation du chronogramme est d'une barre verticale par 1 nanoseconde. Donc 2 nanosecondes ici, la sortie est stable. 1 nanoseconde plus tard, ici, la sortie de l'inverseur est stable.
Ensuite, 3 nanosecondes plus tard, 1, 2 et 3, ici, c'est-à-dire à 6 nanosecondes, la sortie du OU exclusif est stable. Finalement, la sortie du OU est stable 2 nanosecondes plus tard, ici à 8 nanosecondes. Donc, dans le premier cas, avec une horloge dont la période est de 9 nanosecondes, on voit que ça fonctionne bien parce qu'il n'y aura pas de transition possible pendant la période interdite qui est le temps de préparation TSU de la bascule F. Si cependant on est ambitieux et on essaie de overclocker notre horloge de notre système et qu'on l'augmente à 8, on réduit la période à 8,5 nanosecondes, eh bien là, on vient déplacer ici cet arrêt, ici à l'intérieur, et là, on risque d'avoir une transition de la sortie de la porte OU pendant la période interdite. Et là, c'est là où on risque d'avoir des problèmes. Bien sûr, ça ne se produira pas toujours. Le système va peut-être fonctionner des fois, il va peut-être fonctionner longtemps, des journées, des semaines, et un jour, paf, on va avoir une transition pendant TSU. La bascule F va entrer dans un état métastable, sa sortie sera incorrecte, et là, le système ne fonctionnera plus. Donc, le manufacturier nous garantit que le système va fonctionner correctement avec une période de 9 nanosecondes ici. Considérons un deuxième exemple. Les bascules ont des délais de propagation de 2 nanosecondes, TD, un temps de préparation TSU de 1 nanoseconde et un temps de maintien TH de 1 nanoseconde. La fréquence d'horloge est de 100 MHz, qui correspond donc à une période d'horloge désirée de 10 nanosecondes. Donc, je vous demande d'énumérer les chemins, de donner pour chacun des chemins le délai, d'indiquer si la période d'horloge est suffisante pour chacun des chemins et par combien. Donc, arrêtez la vidéo et faites l'exercice. Voici la solution. Il y a 5 chemins possibles. Tout d'abord, on part de la bascule 1 et on se rend à la bascule 3 par la porte logique E. On a exactement le même chemin par la bascule 2 à travers la porte E jusqu'à la bascule 3. On a un autre chemin qui part de la bascule 2 et s'en va à la bascule 4 sans passer par aucune logique. On a ensuite de la bascule 3 jusqu'à la bascule 1 en passant par la porte non-E et un chemin identique de la bascule 4 jusqu'à la bascule 1 en passant encore une fois par la porte non-E. Le délai sur chacun des chemins est indiqué ici, 6, 6, 2, 5 et 5 nanosecondes. Dans chaque cas, on a identifié le temps extra qui est disponible vu qu'on avait supposé une période de 10 nanosecondes. Donc ici, ça nous en laissait 4, 8 et 5 nanosecondes. Voici un troisième exemple. Donc, déterminer la fréquence maximale d'horloge du circuit suivant. Les bascules ont un TSU de 1 nanoseconde et un TD de 2 nanosecondes. On néglige encore une fois les délais des interconnexions. Donc, arrêtez la vidéo et faites l'exercice. Énumérez chacun des chemins possibles. Pour chacun des chemins, vous devriez calculer le délai total sur le chemin. Finalement, vous allez pouvoir trouver le chemin critique. Ça va être le chemin qui est le plus long. À partir du délai sur le chemin critique, T minimum, vous allez pouvoir trouver la fréquence maximale d'opération du circuit. Voici la solution. Alors, il y a 15 chemins possibles pour ce circuit-là. C'est un circuit qui est assez complexe. On va en inspecter quelques-uns. Par exemple, de la bascule A jusqu'à la bascule D, de la bascule D jusqu'à la bascule A, c'est un chemin différent. Je vous rappelle qu'un chemin est défini comme partant d'une bascule pour se rendre vers une autre bascule sans passer par une bascule intermédiaire. On a un chemin ici de la bascule C jusqu'à la bascule C. Alors, dans un chemin, on peut avoir seulement une bascule qui sert à la fois de source et de destination. On a ici la même chose pour la bascule B en passant par la porte OU exclusif et de retour vers la bascule B. Et puis, on a les chemins qui sont probablement les plus longs, c'est-à-dire qui vont passer par le plus de portes logiques. De la bascule C, à travers le OU exclusif, à travers le non-E, à travers le non-OU, à travers le OU, et finalement, jusqu'à la bascule A. On a deux chemins identiques ici. Le délai sur ces deux chemins, c'est égal à 2 nanosecondes, plus 4, plus 2, plus 2, plus 3,
et finalement plus 1 pour le temps de préparation de la bascule A, ce qui nous fait un total de 14 nanosecondes. La fréquence maximale correspondante est donc d'environ 71,4 MHz. Comment faire pour spécifier la fréquence d'horloge désirée à nos outils maintenant? On a vu dans le flot de conception qu'on pouvait spécifier ici des contraintes et les envoyer à l'outil de synthèse et aux outils d'implémentation. En principe, on fait ça par l'utilisation d'un fichier UCF. Le fichier UCF, on l'a vu, nous permet de spécifier quelles sont les pattes à relier à différents signaux de notre entité. Le fichier UCF nous permet aussi de spécifier une période minimale, par exemple pour un signal d'horloge. Supposons qu'on veuille atteindre une fréquence d'horloge de 100 MHz. Ça correspondrait à une période d'horloge de 10 nanosecondes. En pratique, on va demander un peu plus aux outils de synthèse et d'implémentation. On va spécifier ici une période de 9 nanosecondes, donc une fréquence d'horloge de 110-111 MHz. Ça nous donne plus de chances de rencontrer notre 100 MHz. Probablement que l'outil pourra réussir à faire 104 ou 105 MHz. Si on spécifiait 10 nanosecondes, peut-être que l'outil ne réussirait qu'à faire 95-96 MHz. Donc en principe, on fait une surconception un peu. Si on exagère et qu'on demande 250 MHz, bien, l'outil risque de tout simplement nous dire qu'il n'arrive pas à trouver une solution. Donc, dans cette vidéo, on a parlé du chemin critique, on a parlé comment calculer le délai sur le chemin critique et on a vu la fréquence maximale correspondante d'horloge d'un circuit.